Bonjour à tous, bienvenue sur News Sécurité pour une nouvelle émission, La Grande Interview. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Gardon, directeur de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris. Bonjour Fabrice. Bonjour Virginie. Alors Fabrice, je rappelle, vous êtes commissaire général depuis plus de 28 ans. Vous œuvrez au sein de différentes fonctions en tant que commissaire, à la fois en police judiciaire, mais également en sécurité publique. Vous avez également été en police des frontières et dans différents cabinets. Vous êtes à ce poste depuis 2 ans maintenant, puisque c'était en octobre 2023. Et depuis votre arrivée au fameux 36, on peut dire qu'il y a eu pas mal de transformations. Et pour commencer, il y a eu une fusion, je rappelle, la fusion des brigades, de 2 brigades historiques, la brigade financière, la fameuse BF, créée en 1930, elle n'est pas récente, et celle de la répression de la corruption et de la fraude fiscale, la BRCF, pour créer la BFAC. Cela relève d'un pari assez ambitieux quand même. Alors oui, ça s'inscrit dans le cadre de la feuille de route de la direction de la police judiciaire que nous avons lancée avec toute mon équipe il y a 2 ans, qui consistait notamment à adapter certains services. Et la brigade que vous évoquez, elle appartient à une sous-direction qui s'appelle la sous-direction cyber et financière. Ouais. Et on pense, même si les autres formes de délinquance, de criminalité vont subsister, que le financier, le cyber, c'est quelque part un peu l'avenir et qu'il faut investir énormément là-dessus et y mettre beaucoup de moyens. Oui. Et donc, en effet, la fusion de ces 2 brigades, qui, malheureusement, au fil des années, avaient perdu pas mal d'effectifs, qui pouvaient être moins attractives quand on ouvrait des postes, etc., étaient dans une logique un peu de saturation en termes de volume de dossiers et de baisse d'attractivité. Donc il fallait un peu un choc, à la fois en termes d'organisation interne et puis pour attirer des nouveaux profils, renforcer cette brigade. Et donc la brigade financière et anticorruption, effectivement, est la fusion de 2 brigades historiques. Il a fallu faire adhérer tous les enquêteurs autour de ce projet, mais ça a été fait avec toute l'équipe, et chacun a compris qu'il avait à y gagner pour construire une très grande brigade avec plus de 100 enquêteurs. Donc là, on change complètement de dimension, et une réorganisation totale avec notamment un pôle qui s'occupe de toutes les infractions qui tournent autour du droit pénal des affaires. Donc là, on est dans le financier très technique, pur. Et un pôle qui s'occupe notamment de l'anticorruption. Ouais. Et les sujets de corruption sont des sujets très actuels. C'est une priorité pour le ministère de l'Intérieur, pour le ministère de la Justice, et donc c'était normal qu'on mette le paquet là-dessus. Voilà, et on va revenir justement sur cette partie cyber après. Il n'a pas été difficile de fédérer 2 équipes parce que ça changeait un petit peu les codes ? Ça n'a pas été difficile, mais il a fallu y consacrer beaucoup de temps d'explication, et notamment à la police judiciaire de la préfecture de police, le 36, il y a une tradition très forte, chaque service a une forte identité et a des amicales. Oui. Et en fait, on s'est notamment appuyé sur les amicales des 2 anciennes brigades qui ont tout de suite, qui se sont projetées vers la fusion, qui ont organisé un événement commun lors du lancement, où on a fait un déjeuner de lancement, on a invité des journalistes, on a invité des magistrats, et au final, ça s'est plutôt très bien passé. Ça s'est très bien passé. Alors, je vais parler d'une autre entité, la force d'investigation conjointe de la préfecture de police, la FIC-PP, qui est la première unité judiciaire mixte DPJ-PP et DESPAP. 1 an et demi d'existence aujourd'hui de cette force. Quels sont les premiers résultats ? Alors, les premiers résultats sont très positifs, c'est-à-dire que concrètement, il y a des affaires qui sont réalisées grâce à cette FIC-PP qui n'aurait même pas existé sans elle. C'est-à-dire que concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est dans une logique de décloisonnement entre la police judiciaire et la sécurité publique qui s'appelle DESPAP à la PP. Et ça, donc, c'est à la demande du précédent préfet de police, Laurent Nunez. Et donc, cette unité, elle est constituée à parts égales d'enquêteurs venus des 2 directions. Et elle s'efforce au quotidien de faire travailler des services des 2 directions ensemble autour de thématiques qui sont un peu dans l'angle mort, c'est-à-dire qui ne relèvent pas complètement d'une direction ou pas complètement de l'autre.
Et donc, cette FIC-PP, elle fait en sorte, finalement, de coordonner des services des deux directions, de s'impliquer elle-même. Exemple, le trafic de cigarettes sur le secteur Max-Dormois, donc Porte de la Chapelle, Place de la Chapelle, Max-Dormois. Le trafic de cigarettes, c'est pas vraiment du niveau PJ. Non. En même temps, les cigarettes, elles viennent de l'étranger, il faut faire des filatures, c'est compliqué. Même, Et du coup, en faisant travailler des services des deux directions ensemble, on arrive à faire une affaire qui, sans doute, n'aurait pas été réalisée auparavant. Donc ce décloisonnement a vraiment permis, avec ce travail conjoint, finalement, d'élucider peut-être plus facilement certaines Exactement, certaines et ça permet aux services d'enquête des deux directions d'avoir plus de contacts, de mieux se parler, de mieux échanger. Voilà, donc c'est extrêmement positif. Alors vous avez parlé tout à l'heure, Fabrice, de tout ce qui était cyber. J'ai envie de parler de cyber stupéfiants. On voit une vraie montée en puissance aujourd'hui qui marque un tournant au niveau de la criminalité. Quels sont ces nouveaux visages du crime numérique? Alors, on a beaucoup parlé du bullshit à un moment, donc la livraison du cannabis en mode Uber. Bon, cette appellation, pour moi, elle est dépassée. Donc c'est pour ça qu'on parle de cyber-stupéfiants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça concerne tous les types de drogues et on a des livreurs qui ne sont pas du tout des chauffeurs Uber, qui peuvent être des étudiants, qui peuvent être des jeunes femmes, qui ne sont pas le profil des trafiquants habituels. Et donc, concrètement, le cyberstup, c'est quoi? C'est on arrête, pour certains réseaux, les points de deal physiques. En 3 ans, sur le ressort de l'agglomération parisienne, moins 40% de points de deal physiques. Donc ça, c'est bien pour les habitants de ces secteurs parce que c'est quelque part une reconquête de territoire. Et les trafiquants, du coup, se tournent vers ce mode d'écoulement des stupes en mobilité. Et concrètement, ils achètent des listings clients à prix d'or, ils diffusent leurs produits et ensuite, ils ont des livreurs. Donc, plus de lutte de territoire, plus toute une logistique et plein de personnes à payer, entre le guetteur, le charbonneur, le coupeur, la nourrice, tout ça coûtait beaucoup d'argent, donc ça coûte moins cher au réseau, le client n'a plus besoin d'aller en cité, et donc ça, c'est un mode d'écoulement des stupes qui explose. Alors le trafic continue, on lutte contre, mais en termes de reconquête du territoire, moi je considère que c'est plutôt un progrès pour les gens qui auparavant avaient des points de deal dans leur immeuble ou en bas de chez eux. Et encore une fois, 40% de points de deal en moins depuis 3 ans, c'est quand même un résultat assez important. C'est énorme, effectivement. Et on se rappelle, en 2024, il y a eu 15 réseaux qui ont été démantelés grâce à la préfecture de police. Vous avez alors créé des groupes spécialisés, justement, cyber-stupéfiants. Pouvez-vous un petit peu nous en parler sur leur mission et puis les premiers résultats? Alors, sur les 15 réseaux, en fait, je pense que c'est même encore plus de réseaux démantelés. Et sur le cyber-stupéfiant, en fait, à peu près un tiers des gardes à vue prises par l'ensemble des services de police dans Paris, un tiers des gardes à vue concernent le cyber-stupéfiant. Donc c'est énorme. Alors, les groupes cyber-stupéfiants, c'est quoi? C'est donc 4 groupes, c'est les premiers groupes en France, nous sommes les premiers à avoir créé des groupes spécialisés sur cette thématique. En fait, l'idée, c'est utiliser le droit actuel, donc le code de procédure pénale, et aller le plus loin possible avec les outils actuels en termes de stratégie d'enquête un peu offensive. Voilà. Donc on est en train de faire ça. Ça marche pas mal. Je ne peux pas trop détailler les techniques d'enquête, évidemment, parce que je ne vais pas donner les recettes aux voyous. Et sans doute que ce qu'on est en train de faire va nous donner des idées pour proposer des évolutions législatives et réglementaires pour en fait, donner plus de compétences aux policiers chargés de ces missions-là. Donc ces groupes cyberstup se consacrent à cette thématique, vont au bout du bout de ce qu'on peut faire, et je l'espère, seront à l'origine peut-être d'évolutions du droit pour aller encore plus loin dans le futur. On l'espère effectivement, Fabrice. Alors quand on parle de cyber, on parle de cyber-stupéfiants, on ne peut pas non plus occulter ce nouveau phénomène d'enlèvement crypto. Vous avez là encore été en première ligne en mai dernier. On se rappelle tous ces enlèvements qui ont eu lieu. Qu'est-ce que cette nouvelle forme de criminalité nous révèle sur les fragilités, quelque part, de notre société numérique? Alors, effectivement, donc c'est une affaire vraiment emblématique pour le 36. Le 1er mai, ce monsieur qui est enlevé dans le 14e, qu'on libère au bout de 58 heures avec un assaut de la BRI et une enquête menée par la BRB. Malheureusement, après qu'il ait été mutilé, puisqu'il a eu une phalange sectionnée.
En fait, ce que ça révèle, c'est qu'aujourd'hui, les malfaiteurs s'adaptent en permanence à l'évolution de la société et vont chercher l'argent là où il est. Donc, évidemment, le monde de la crypto-monnaie est un monde qui brasse des sommes énormes. On peut accumuler très vite des fortunes. Et donc, ça suscite l'appétit des voyous. Ce que cette affaire a révélé aussi sur l'évolution de la criminalité, c'est qu'on n'est plus sur des équipes comme avant, de gros voyous, de malfaiteurs chevronnés, ce qu'on appelait dans notre jargon les beaux mecs, qui montaient eux-mêmes sur les coups et qui étaient des gens retaillés, voilà, qui maîtrisaient parfaitement leur sujet. Là, on est et c'est vrai pour ces affaires-là, c'est vrai pour les homejackings, ça peut être vrai pour les règlements de compte, c'est vrai dans les trafics de stupes. On a les dirigeants de ces équipes de malfaiteurs qui restent de plus en plus en retrait, qui ne montent plus sur les coups, qui sont même parfois à l'étranger, qui téléguident tout ça, et qui vont recruter des petites mains sur les applications, des jobbers qui vont, pour quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, monter sur des coups. Et du coup, pour les victimes, ça peut être dangereux parce qu'on est sur des jeunes auteurs, souvent mineurs, qui ne se maîtrisent pas, qui paniquent très vite quand ça ne se passe pas comme ils le veulent, qui peuvent être très violents. Et donc, il faut qu'on s'adapte à ça. Et en termes d'enquête, c'est compliqué aussi parce que c'est ce qu'on appelle les équipes à tiroir, des équipes qui peuvent changer du jour au lendemain et qui se renouvellent. Et donc, c'est d'autant plus dur à identifier, à établir. Voilà. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est un nouvel enjeu. Alors, vous le dites, hein, Fabrice, on est sur des profils très différents. Quelles actions peuvent être menées aujourd'hui ou doivent être menées par rapport à ceci? Est-ce que, j'imagine que du coup, il y a je ne vais pas dire une remise en question, mais il faut imaginer de nouveaux types d'informations. Puis par rapport à la BRI, justement, comment ils appréhendent ceci? Alors, la BRI est un service qui fait à la fois de l'intervention spécialisée, c'est-à-dire attaque terroriste, commando, prise d'otages forcenée, comme le fait le RAID et le GIGN, et qui fait aussi un travail de PJ. Ils sont polyvalents, c'est ce qui crée d'ailleurs leur agilité, filature, interpellation en civil. Voilà. Mais ce n'est pas eux qui, je dirais, montent les enquêtes d'un point de vue procédural. Ça, c'est toutes les autres brigades de la PJ. La brigade de répression du banditisme, la brigade des stupes, la brigade criminelle, toutes les brigades cyber et financières, enfin voilà, je ne vais pas toutes les citer. Donc comment on s'adapte? C'est d'abord une documentation opérationnelle solide. C'est ensuite des nouvelles méthodes en termes d'investigation. C'est-à-dire ces équipes à tiroir, il faut être capable d'aller, je parlais tout à l'heure du recrutement sur les applications, il faut être capable par exemple de faire de plus en plus d'enquêtes avec la technique de l'enquêteur sous pseudonyme, c'est-à-dire un policier qui va se créer une légende, créer un profil et qui va pouvoir pénétrer les applications pour obtenir des informations. Et c'est aussi, souvent c'est associé à la police à l'ancienne, mais moi je considère que c'est pas du tout péjoratif et qu'il faut le maintenir, c'est le travail avec les informateurs. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec les informateurs. C'est risqué, c'est compliqué, mais si c'est bien encadré, si on respecte les règles, ça donne des résultats. Toujours. Ça fonctionne toujours. Très bien, merci Fabrice. Alors, autre fait d'actualité beaucoup plus récent, cette fois, le cambriolage assez exceptionnel, extraordinaire du Louvre. Vous avez eu un entretien dans Le Monde récemment, quelques jours après en fait ce fait. Vous avez indiqué que les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme, la fameuse BRB, a de véritables spécialistes pour ces enquêtes qui sont quand même très difficiles. Est-ce que vous auriez un petit mot aujourd'hui sur ce sujet, à ceux qui nous écoutent, sur l'évolution de l'enquête? Alors, sur l'évolution de l'enquête, je ne peux rien dire, puisque idéalement, on a encore des gens à interpeller, on a les bijoux à retrouver, et la procureure de la République, Laure Bécuot, a fait une communication officielle. Donc, par principe, sur les enquêtes en cours, on ne peut rien dire. Ce que je peux vous dire, c'est que, en termes de méthode, comme on le fait sur tous les gros dossiers auxquels nous sommes confrontés, la machine PJ-PP du 36 s'est mise en marche là, c'est-à-dire qu'en général, il y a une brigade qui coordonne les opérations, là en l'occurrence c'était la BRB, et après toutes les autres brigades qui vont venir s'agréger, chacune dans leur cœur de métier, pour constituer des ateliers thématiques et faire une force de frappe où chacun va investiguer.
Dans ce genre d'enquête, ce qui est hyper important, c'est notamment l'exploitation vidéo. La vidéo de la voie publique, la vidéo dans Paris, la vidéo dans les communes autour, des vidéos privées qui donnent sur la voie publique. Ça, c'est un travail colossal. Et en l'occurrence, dans l'enquête du Louvre, ça et d'autres choses, tous les prélèvements de police technique et scientifique et tout le reste, mais ça a été déterminant, mais ça nécessite des moyens énormes en termes de mobilisation d'enquêteurs. Merci. Effectivement, on verra l'évolution et on comprend tout à fait pourquoi vous ne pouvez pas en dire plus à ce niveau aujourd'hui. Dans quelques jours, on va commémorer les 10 ans de ce terrible 13 novembre 2015. Un documentaire est paru il y a quelques jours ayant pour titre Au cœur du Bataclan, la BRI raconte, un très beau documentaire d'ailleurs, qui a été diffusé sur LCI. On s'en rappelle, l'assaut mené par la BRI au Bataclan. Pour vous, certains parlent d'acte de courage. Est-ce qu'on peut parler juste d'acte de courage? Et comment peut-on se préparer à cela? Alors d'abord, je vous précise que je n'étais pas en poste à la PJPP à l'époque, j'étais à la police judiciaire de Marseille. Mais évidemment, j'ai beaucoup parlé de cette action effectivement courageuse, héroïque de la BRI au Bataclan. Bon, comment on s'y prépare? Depuis, on a tiré des enseignements. Les effectifs de la BRI ont été doublés après 2015. Ce qui permet d'avoir des groupes suffisamment nombreux. Et ces groupes peuvent à la fois, en se séparant de façon simultanée entre ceux qui continuent à suivre les dossiers, les enquêtes, et ceux qui s'entraînent de façon quotidienne au sein des mêmes groupes. Donc c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une unité qui est parfaitement préparée avec du matériel de pointe, qui est capable d'intervenir, qui s'est organisé dans ses délais d'intervention pour réduire le délai pour arriver sur les lieux. Et plus globalement, alors ça au niveau de la police judiciaire, en termes ensuite d'enquête, de constatation, etc., notre plan attentat interne a également été complètement adapté après les attentats de 2015 pour gérer un maximum de scènes en simultané, pour que les actes d'enquête soient plus rapides, je dirais, mieux exploités, mieux répartis entre les uns et les autres. Donc je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps. Mais en tout cas, on a tiré des enseignements de ça. Déjà, à l'époque, l'intervention de la BRI, comme ça a été dit dans ce fameux reportage, 2 heures pour libérer les otages qui étaient bloqués à l'étage. Bon, certains ont critiqué, ont dit que c'était très long. En fait, c'est une durée, finalement, quand on voit les circonstances, qui est plutôt très courte, au contraire. Qui peut paraître longue, mais finalement... Qui peut paraître longue pour les otages, mais qui, d'un point de vue technique, policier... est très courte. Et tout à fait remarquable. Oui, on est bien d'accord. Lorsque vous parlez de la police, vous dites très souvent que c'est un sport collectif. Fabrice, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, c'est que moi je crois beaucoup à l'analogie entre la police, et en particulier la PJ, et le sport de haut niveau. Voilà, on joue ensemble, on a des victoires ensemble, parfois on a des défaites ensemble, on se relève, voilà. Et c'est cette cohésion qui fait qu'on est performant. Vous savez, en termes de police, quand vous avez quelqu'un qui se met en avant tout seul et qui dit moi c'est grâce à moi que cette affaire est sortie, en général c'est jamais vrai et c'est jamais très bon pour l'ambiance. Voilà. Donc c'est vraiment on fait rien tout seul. C'est cette force du collectif qui fait qu'on arrive à des résultats. Et comme dans le sport de haut niveau, je vous dis, c'est la solidarité, c'est la cohésion. Face à l'adversité, par exemple, on parlait de la BRI tout à l'heure, dans le fameux couloir du Bataclan, un moment s'est raconté, il y a le bouclier qui tombe, celui qui tient le bouclier, il aurait pu reculer, paniquer, non. Ils ont continué à avancer, et c'est ça, force collective. On est en bloc, on avance, on ne recule pas, et voilà. Vous avez raison de le signifier, effectivement, cette force collective est essentielle. Alors quand on parle de collectif, ça me fait penser au continuum de sécurité, où on en parle souvent, alors parfois il est un petit peu galvaudé ce mot, mais cette coopération dans le domaine de la sécurité, vous y croyez, vous?
Ah mais bien sûr, j'y crois complètement. Alors c'est vrai que le continuum, souvent, on a tendance à penser que c'est le continuum entre les forces de sécurité intérieure, les polices municipales et les acteurs de la sécurité privée. Bon, pour moi, ça va même au-delà, c'est-à-dire que tous les services sécurité des grands groupes, des entreprises, font aussi partie de ce continuum. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de services de la police judiciaire, de l'APP, qui sont en contact avec des directeurs sûreté de ces différents groupes. Ça peut être dans le milieu du luxe, ça peut être dans le milieu bancaire, ça peut être dans le milieu de n'importe quelle entreprise qui va être victime de faux ordres de virement au président, d'escroqueries diverses. Voilà. Et donc, on entretient ce réseau. On va souvent à la rencontre des entreprises, on leur délivre des conseils. Quand ils sont victimes, on diligente des enquêtes. Dans le cadre des enquêtes, on s'appuie sur le réseau des directeurs sûreté. Ça facilite. Ah bien sûr, ça facilite complètement. Donc moi, j'y crois beaucoup et c'est même indispensable. Merci Fabrice. En début d'interview, vous avez parlé de cette fameuse attractivité de la filière, alors police ou la filière PJ, au niveau de la préfecture de police. Comment est-ce qu'on peut redonner envie, donner goût aujourd'hui à ces jeunes qui arrivent dans ce métier? Alors, c'est vrai qu'on a parfois un problème d'attractivité pour les métiers de l'enquête, parce que la procédure pénale est devenue très complexe, parce que les outils métiers, donc les logiciels, etc., sont devenus très obsolètes. Il y a parfois plus d'actes de forme que de fond. Oui. Voilà, pour différentes raisons, la partie plaisir dans l'enquête qui existait auparavant, voilà, peut-être... je dirais, complètement étouffé par toutes ces contraintes. Voilà. Donc, il faut qu'on aille contre ça, et je pense que le nerf de la guerre, alors bien sûr, il peut y avoir des primes, il peut y avoir des choses qui compensent la disponibilité, voilà, ça fait partie de l'attractivité, mais je pense que le nerf de la guerre, c'est rendre le boulot intéressant. Il faut qu'on vienne le matin avec la banane, il faut qu'on ait envie, qu'on vienne heureux au travail et qu'on soit motivé par son métier. Et pour ça, il faut arrêter d'infantiliser les enquêteurs. Il y a aujourd'hui des contraintes procédurales qui sont devenues complètement ubuesques. Par exemple, on peut contester qu'un policier est habilité à consulter tel ou tel fichier de police. Donc si, par exemple, dans son procès-verbal, il ne marque pas qu'il est, lui, monsieur machin, habilité à consulter tel fichier, ça peut être attaqué en disant « Ah oui, mais peut-être qu'il n'avait pas le droit ». Je veux dire, si on y va par là, demain, un policier qui fait une filature, on va exiger qu'il prouve qu'il a son permis de conduire. Et s'il n'a pas son permis, on va faire casser la procédure. Enfin, il faut qu'on sorte de cette logique-là. Qu'on accorde des droits à la défense, c'est indispensable. La logique du contradictoire, c'est un principe de procédure pénale et il faut évidemment le respecter. Mais il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas dégoûter les enquêteurs. Voilà, il faut revenir à certains équilibres pour que, de nouveau, on rende le boulot intéressant dans l'enquête et qu'il n'y ait pas toutes ces contraintes qui étouffent cette partie plaisir du policier. Merci Fabrice, et effectivement, on l'espère et on sait que vous y travaillez en ce sens pour donner goût à ces jeunes qui arrivent dans ce métier de passion, de vocation, puisque c'était avant tout une vocation pour ceux qui venaient embrasser cette profession. Alors le 36, c'est 100 ans quand même d'histoire, un siècle d'histoire. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une certaine exigence de modernisation. Comment est-ce qu'on peut concilier cette exigence de modernisation? Et vous allez parler aussi peut-être du coup de tout ce qui est mis en œuvre d'un point de vue technologique aujourd'hui pour aider dans les enquêtes, et puis de la performance opérationnelle avec ces 100 ans d'histoire. Comment est-ce qu'on fait? Alors, on s'appuie déjà sur le passé et on se sert de finalement tous les nouveaux policiers qui nous rejoignent, qui en général ont un vécu avant, qui apportent de la diversité pour pouvoir continuer à innover. En fait, vous savez, le 36, du fait de notre compétence sur la plaque parisienne, où les voyous, les malfaiteurs en tout genre, souvent c'est là qu'ils ils tentent des nouvelles techniques, qu'ils ont des nouvelles méthodes criminelles. Tout ça, ça fait que le 36, au fil de l'histoire, a souvent été confronté à des nouvelles formes de criminalité organisée et a su s'adapter. Le 36, c'est un peu la maison des premières. Oui. L'invention de la police technique et scientifique, c'est Bertillon au 36. Le premier service pour lutter contre la cybercriminalité, c'est au 36.
Le premier service d'intervention spécialisé, c'est la BRI, avant le RAID et le GIGN. Le premier service antiterroriste en judiciaire, c'est la section antiterroriste de la brigade criminelle. C'est le 36. Donc cette histoire est une force du fait que vous... En permanence dans l'histoire, le 36 a su innover. Bon, on parlait tout à l'heure des groupes cyberstupéfiants. Bon, quelque part, on s'adapte aussi à une réalité qu'on a sur le territoire. Et donc, je pense que notre position géographique et le fait qu'on soit sur ce secteur très riche en termes de diversité fait qu'on est en permanence obligé de s'adapter et d'innover. Le numérique aujourd'hui, dans tout ce qui est enquête, est devenu prégnant? C'est fondamental. Comme je vous le disais, donc on a boosté notre sous-direction cyber et financière, donc les moyens numériques au sein de cette sous-direction-là, mais également dans tous les autres services, que ce soit l'exploitation des téléphones portables qu'on saisit, des différents supports numériques, ou que ce soit durant l'enquête, je parlais tout à l'heure de l'enquête sous pseudonyme, mais il y a plein d'aspects. Enfin, après, on peut imaginer tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut inventer, notamment grâce à l'intelligence artificielle demain, pour améliorer les enquêtes, les rendre plus rapides, plus fluides. Donc effectivement, pour nous, c'est un enjeu majeur et on est en plein dedans aujourd'hui. Pour terminer cette interview, Fabrice, je vais vous parler d'un plan plus personnel. Vous êtes arrivé donc il y a 2 ans maintenant à la tête de l'APJ, de l'APP. Quel a été le moment le plus fort, le plus marquant pour vous? Alors, c'est dur d'en choisir un, j'en ai 2 en tête. Ah bah alors, vous avez le droit de dire les 2. Bon, alors, je vais vous dire les 2. C'est l'assassinat de la jeune étudiante philippine au Bois de Boulogne, fin 2024. Ouais. C'est une enquête que la brigade criminelle a réussi à résoudre en moins de 48 heures grâce à un travail énorme. Mais voilà, en termes émotionnels, voilà, du fait des circonstances, du fait de la victime, c'était un moment très fort. Et puis également, on en parlait tout à l'heure, toute cette séquence d'enlèvement et de tentative d'enlèvement dans le milieu de la crypto-monnaie, et notamment la séquence du 1er mai, avec cette victime qui était retenue, avec des ravisseurs qui envoyaient des vidéos de la victime à son fils, qui était avec les négociateurs de la BRI, et avec des options, enfin je ne peux pas rentrer dans les détails, mais avec des options à prendre dans l'enquête, où il ne fallait pas paniquer, où il fallait rester sur une stratégie, même si au départ on n'avait pas beaucoup d'éléments pour retrouver la victime. Voilà, on est resté, pour reprendre un terme sportif, solide sur nos appuis. On a gardé notre stratégie initiale sans s'exciter, sans s'énerver, et ça a abouti à la libération au bout de 58 heures. Mais c'était 58 heures très dense. Psychologiquement. Et voilà. Et à la fin, un moment, je peux vous dire que quand le chef de la BRI prend la radio juste après l'assaut et qui dit « bingo, on a l'otage », il y a une émotion. J'étais avec tous les enquêteurs de la BRB et les autres brigades, tout le monde s'est pris dans les bras, a applaudi. Enfin, c'est quelque chose dans une carrière qu'on vit rarement et d'extrêmement fort. Oui, on salue au passage Thierry Sabot, effectivement, qui était à la tête de ceci. On s'en rappelle bien. Un grand merci, Fabrice, d'être venu sur le plateau d'A-News Sécurité pour cette grande interview. Et puis, on vous dit à très bientôt, je l'espère. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur A-News Sécurité. À très vite pour une nouvelle émission.